à tous et bonjour à notre invité Adrien Monville. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Adrien, vous êtes diplômé de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes financier, entrepreneur et vous vivez depuis 15 ans entre l'Angleterre et les États-Unis. Actuellement l'Angleterre, et vous venez nous présenter votre essai « Le capitaliste, le woke et le geek », essai sur le monde anglo-saxon, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors Adrien Monville, vous commencez par expliquer que ce monde anglophone a permis de bâtir la prospérité, de civiliser l'humanité et de vaincre la tyrannie. Alors certains pourront vous répondre que pour la prospérité, des dizaines de millions d'Américains vivent aujourd'hui se nourrissent grâce au gouvernement, que pour son action civilisatrice, les Vietnamiens, les Serbes, les Irakiens ont un souvenir un petit peu mitigé de cela. Et quant à sa lutte contre la tyrannie, combien de morts et de milliards de dollars cela a coûté aux contribuables américains. Alors qu'est-ce que vous leur répondriez à cela ? Alors tout d'abord que ces points sont tout à fait pertinents. Je précise que je relaye ici la pensée de Churchill plus que je ne me l'approprie. Je crois qu'il y a dans le monde anglo-saxon depuis de nombreux siècles une certaine idée d'eux-mêmes, comme la France a une certaine idée d'elle-même. Une idée notamment que les pays anglophones ou que l'Angleterre a inventé la liberté puis l'a apportée au monde. D'où aussi une forme d'arrogance et d'hypocrisie depuis des siècles, puisqu'on voit bien que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. Si on fait un petit peu d'histoire et qu'on s'intéresse à la colonisation anglaise, on voit bien qu'elle n'a pas été qu'une question d'action civilisatrice. Loin de là, je dirais même que encore les Français avaient une volonté de civiliser. Les Anglais se sont contentés de formes de cohabitation, voire de ségrégation dans leur colonie. Donc on voit bien déjà qu'il y a un rapport un peu ambigu, je dirais, à la liberté. Et puis je dirais également que aujourd'hui, plus que jamais, la tentation impériale, en tout cas chez les États-Unis, est toujours très présente. Certes, les valeurs sont invoquées, parfois la liberté, mais on voit bien que ces valeurs sont très souvent instrumentalisées au service précisément d'un projet encore largement impérial. Et puis je terminerai sur la question de la prospérité qui est extrêmement intéressante, puisque je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le monde anglo-saxon, prospérité ne veut pas dire absence de toute pauvreté. Il y a, je dirais, un rapport assez clair à la responsabilité individuelle, qui est largement le fait de l'héritage protestant, également des pays anglophones, et je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là. Donc il ne faut pas oublier que certes, il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis, mais ce sont des pauvres qui travaillent. Et ça, dans le monde anglo-saxon, c'est absolument capital. Alors vous faites remarquer qu'en France, notre culture, notre économie, notre manière de penser, tout cela est colonisé par l'influence anglophone. Alors pourquoi ce monde que vous décrivez dans votre ouvrage a-t-il toujours voulu s'expatrier à ce point ? Excellente question. Alors je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un premier facteur que je note dans l'introduction du livre, qui est un facteur géographique. C'est l'insularité du monde anglo-saxon, et puis à commencer par la Grande-Bretagne, qui a toujours été une île. Et je crois que cette insularité a forcé l'Angleterre à bâtir une marine puissante pour se protéger, pour commercer, si bien que le monde anglophone en est devenu la civilisation marchande par excellence. Celle qui se projette, celle qui exporte, celle qui colonise. Je pense qu'il y a un deuxième facteur qui est un facteur culturel que je développe dans un des chapitres du livre. Je pense qu'il y a une véritable culture et pensée de l'action. Quand on vit dans le monde anglo-saxon, ce qui est mon cas, on se rend compte à quel point la pensée est tournée vers l'action, vers l'intérêt, vers le pragmatisme, et en quoi cette pensée, ce paradigme mental favorise la transformation, la disruption, la conquête, l'esprit d'entreprise. On intellectualise beaucoup moins dans le monde anglo-saxon, on est davantage dans l'action. Regardez les films, lisez les livres, parlez à des anglo-saxons. Donc je pense que ce paradigme mental a favorisé l'exportation et l'esprit de conquête, et a aussi fait que, je dirais qu'il y a un certain simplisme parfois à la culture anglo-saxonne qui fait qu'elle a pu être reçue aussi de manière assez claire. Là, la culture française peut être davantage élitiste. Et puis enfin, je crois qu'il y a un facteur anthropologique et politique qui est que je parle dans le livre de matrice libérale protestante. Je pense que si on a ces deux termes à l'esprit, on peut très bien comprendre ce qui se passe en général en Angleterre et aux États-Unis ou dans les autres pays anglophones, si bien que cette double matrice explique assez bien finalement pourquoi
le monde anglophone a construit un rapport au monde fait de désintermédiation, fait d'absence de limites parfois, si bien que la Terre était un monde à conquérir. Et on reconnaît là une partie de l'éthos des protestants originels. Alors, on a vu Donald Trump, dès son arrivée, son retour plutôt à la Maison-Blanche, expliquer au monde entier qu'il allait retourner vers une politique d'expansion territoriale. Il l'a démarré d'une certaine manière avec ce qui s'est passé au Venezuela. Il parle déjà maintenant de poursuivre avec le Groenland et peut-être pourquoi pas l'Iran. Pourquoi vous dites qu'il a plus à perdre qu'à gagner dans ce genre d'aventure ? Alors je crois que la dialectique isolationnisme-expansionnisme, elle n'est pas nouvelle dans le monde anglo-saxon. C'est un petit peu lié à sa géographie, comme je le disais. Elle est plus que jamais d'actualité depuis une décennie. On l'a vu avec le Brexit, le Royaume-Uni qui se retire de l'Union européenne mais qui se rêve comme puissance globale, Global Britain. On le voit aujourd'hui avec les États-Unis qui d'un côté nous disent America First et puis qui de l'autre ont du mal à résister à la tentation impériale. Je crois que pour comprendre Trump, il faut quand même comprendre qu'il ne pourra pas se détacher de sa base MAGA, la fameuse base Make America Great Again. C'est elle qui l'a élu, c'est elle qui va continuer de le porter dans les années à venir. Je crois beaucoup plus à un Trump qui va en permanence trouver un point d'équilibre entre des politiques un peu brutales, pragmatiques, et puis de l'autre, flatter sa base. C'est pour ça que je crois davantage à une logique de coup d'éclat ou de coup de pression qu'à des investissements militaires et l'investissement de ressources importantes à long terme. On l'a vu sur le Venezuela où finalement Trump a utilisé l'argument du pétrole, donc de la prospérité, et puis l'argument de l'immigration pour parler à sa base. On l'avait vu sur les frappes en Iran, je crois moins à une expédition militaire. En revanche, un coup de pression, faire des deals, ça c'est tout à fait, je pense, dans l'ADN de Trump. Et puis je finirai en disant que Trump, tout versatile qu'il soit, n'a pas oublié qu'il a été élu contre le bilan de Bush, contre la guerre en Irak. Et ça, je pense que c'est encore extrêmement présent à son esprit. Trump a aussi envie d'être populaire. N'oublions pas le bonhomme. C'est un fou des foules, un fou de popularité. Il n'a aucune envie de terminer comme Macron et Hollande, à la fois isolés et détestés. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ces paramètres-là. On a l'impression dans l'histoire du monde anglophone qu'il n'y a que la loi du plus fort qui l'emporte. On peut le voir avec l'histoire américaine en général depuis sa fondation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son rapport à la violence, à ce monde-là ? Excellente question. Alors, je pense qu'il faut un petit peu faire le distinguo aujourd'hui entre les États-Unis et l'Angleterre, par exemple, ou même le Canada. C'est-à-dire qu'il y a une violence, un rapport à la violence qui est particulièrement endémique et constitutif de la nation américaine. Comparer les films américains et les films anglais, on n'est pas du tout dans le même registre par rapport à la violence. En revanche, je crois en effet qu'il y a une longue histoire, je l'ai évoqué avant, notamment par le biais de la colonisation. On a bien vu que la colonisation anglophone a été relativement violente, parfois très violente même. Elle a été faite de politiques d'élimination, de politiques de ségrégation. On pourrait redire des choses sur la colonisation française, mais en tout cas, je crois que c'est un point fort de la colonisation anglophone. Et c'est sans doute assez lié au fait que dans le monde anglophone, dans l'Angleterre d'autrefois, et plus que jamais aujourd'hui en Amérique du Nord, il y a vraiment l'idée qu'on se construit en société à partir d'appartenances particulières, communautaires, et puis on assume tout à fait la logique d'intérêt. C'était ça la colonisation britannique, ça reste ça encore la grille de lecture numéro 1 des relations internationales. Les valeurs sont reléguées extrêmement loin derrière les intérêts, c'est plus que jamais la grille de lecture de Trump. Donc il y a des intérêts, on ne s'en cache pas, c'est assumé, ça peut amener à la violence, ça peut amener au commerce, ça peut amener à d'autres choses. Et puis enfin, je dirais qu'il y a également une forme de violence sociale qu'on perçoit un petit peu depuis la France, qui est liée au fait que oui, l'héritage protestant, la matrice libérale dans les pays anglophones, fait qu'on assume que la pauvreté est d'abord un problème individuel et que les individus sont responsables de leur sort. On est loin du monde catholique qui fait davantage de place aux solidarités institutionnelles. L'Église était davantage, bien sûr, centralisée dans les pays catholiques. Donc je crois qu'en effet, il y a une forme de loi du plus fort ou de formes de violence qui peuvent s'exprimer. Il y a également des formes de tolérance, une culture de la liberté d'expression qui viennent contrebalancer, je dirais. On voit des places
financières, beaucoup regroupées dans ce monde anglophone. Et vous dites que cela vient en échange du financement de nos entreprises. Mais en fait, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ces crises financières comme celle déclenchée après la chute de Lehman Brothers ou le rachat d'entreprises stratégiques de pays réputés amis comme la France avec l'exemple d'Alstom? Alors je peux bien en témoigner parce que je travaille moi-même dans le monde des affaires, dans le monde anglo-saxon. Je crois qu'il y a une vraie appétence pour le risque et l'esprit d'entreprise dans les pays anglophones. Ça remonte à de nombreux siècles, c'est plus que jamais vrai aujourd'hui aux États-Unis. Une appétence pour la prise de risque, une appétence pour l'entrepreneuriat, une appétence pour les affaires. Et je pense que cette appétence est indissociable des phénomènes de bulles financières, d'endettement, d'optimisme démesuré parfois des marchés financiers. Ce sont ces phénomènes-là qui sont au cœur des grandes crises que vous avez décrites. On est très loin par exemple du monde germanique. Vous prenez l'Allemagne où les taux d'endettement privé et public sont faibles, parmi les plus faibles de l'Occident. Dans le monde anglophone, on assume tout à fait de s'endetter, on va rechercher l'endettement. Aujourd'hui, l'Angleterre et les États-Unis ont les taux d'endettement public parmi les plus élevés au monde. Donc je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on pense aux crises financières. On assume le risque et la disruption. Un deuxième point, c'est qu'en effet, le capitalisme anglo-saxon n'hésite pas à investir, à racheter nos entreprises. Alors c'est bien sûr lié à l'immense puissance industrielle et financière des États-Unis, également à la manne financière. On pense toujours aux bourses et aux marchés financiers quand on pense aux pays anglophones. Il y a plus généralement une immense disponibilité du capital, aussi grâce aux fonds de pension, et puis qui se combine à cette éthique expansionniste qui fait que c'est vrai que les grandes sociétés ou les grandes sociétés d'investissement anglo-saxonnes ont le réflexe d'aller à l'étranger et d'aller investir de manière, je dirais, tout à fait pragmatique dans les marchés qui méritent leur attention. Alors je vous cite Adrien Monville, le monde anglo-saxon est la pointe avancée d'un Occident qui accélère toujours, sans toujours savoir où aller. Alors cette fuite en avant, ça correspond à quoi dans l'esprit du monde anglo-saxon ? Alors je parle dans le livre de religion du changement. Je crois que le capitaliste, le woke et le geek illustrent parfaitement cette religion du changement. Changement économique, changement technologique, changement sociétal. Comme si finalement le but c'était le changement et la transformation plus que la préservation des équilibres ou le bien-être individuel et collectif. Je crois que le phénomène de déconstruction, on le connaît, ça fait des siècles qu'il est établi, il est parfaitement raconté et compris en Occident. Je crois qu'il peut prendre des formes un peu différentes ou un peu plus poussées parfois dans le monde anglo-saxon du fait de l'héritage protestant en grande partie, qui s'est construit en faisant tomber les barrières, en faisant tomber les autorités centrales contre l'autorité du pape. Et je parle dans le livre de la civilisation du jeu, JE, qui fait que, sans doute dans les pays anglophones, encore plus qu'en France ou dans le reste de l'Occident, l'individualisme et l'obsession du moi dictent absolument toutes les évolutions sociales, économiques et sociétales. Est-ce que quelque part les Américains ne sont pas encore en train d'en revenir justement de cet état d'esprit hyper individualiste ? Tout à fait. J'y revenais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités de rebond ou qu'il n'y a pas des tensions qui peuvent en effet déboucher sur des contre-révolutions. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le Trumpisme. On voit bien qu'il y a un besoin d'enracinement, on voit bien qu'il y a un besoin de fierté nationale et que, par exemple, la fuite en avant migratoire et multiculturelle qui avait caractérisé les États-Unis pendant des décennies, ont fini par heurter la population américaine. Donc je crois tout à fait que l'histoire n'est pas faite que de grandes tendances de long terme. Trump, c'est une fenêtre dans une histoire beaucoup plus longue, qui est celle notamment du capitalisme américain et de cette grande terre d'immigration que sont les États-Unis. Pour autant, on voit aujourd'hui des tensions à l'œuvre et des phénomènes assez nouveaux avec notamment le Trumpisme. Vous expliquez bien aussi que la contestation de l'immigration et le populisme de droite viendront s'entrechoquer avec la logique capitaliste. De quoi ça peut accoucher ce choc ? Tout à fait. Alors, je crois que on l'avait vu il y a quelques mois après la réélection de Trump, où il y avait eu une tension entre Elon Musk et Trump sur le sujet des visas aux États-Unis, les fameux visas HB1, qui constituent une grande partie aujourd'hui des forces vives de la Silicon Valley.
Je pense que ce qu'on voit à l'heure actuelle aux États-Unis, en tout cas avec l'administration Trump, c'est une volonté de rééquilibrer un petit peu le capitalisme et de réinventer des formes de capitalisme d'État, ou en tout cas de patriotisme économique. On l'a vu avec cette image extrêmement frappante, c'était encore il y a quelques mois, où Trump avait réuni tous les barons de la tech autour d'une table et leur a demandé un peu à la Poutine combien vous allez investir dans l'IA, et puis ils étaient tous là à raconter qu'ils allaient mettre des centaines de milliards. Ça, c'est assez nouveau aux États-Unis. Donc là, on voit bien que le politique cherche à se réapproprier du pouvoir par rapport à l'économique. Je crois également que, à plus long terme, les majorités politiques et démocratiques risquent de changer aux États-Unis. En revanche, le capitalisme, lui, il ne changera pas. Il s'installe dans la durée. Donc, bien sûr, il continuera d'avoir des tensions entre la politique migratoire d'un côté et les besoins de l'économie de l'autre. Je crois fortement qu'en démocratie, l'économie et le niveau de vie des gens font largement les élections. Donc les capitalistes s'accorderont finalement des politiques de Trump assez agressives sur le plan migratoire, tant que les profits sont au rendez-vous, tant que les taux de croissance sont là. Et j'ai presque envie de dire les électeurs également. Donc il est fort possible qu'à certains moments, on assiste à un rééquilibrage. Je pense que Trump, qui est très opportuniste, n'hésitera pas lui-même à adapter ses politiques à l'évolution de l'économie. D'ailleurs, il n'est absolument pas anti-capitalisme. S'il y a une chose qu'il cherche à développer, c'est une forme de protectionnisme à l'américaine et des formes de patriotisme économique. Donc je pense que la logique capitaliste, elle est là, elle est partie pour durer très longtemps aux États-Unis. Et sur le plan sociétal, vous semblez persuadé que le wokisme est voué à décliner. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Est-ce que c'est Trump et son administration qui peuvent amener le wokisme à sa fin? Alors, en effet, ce qui est très intéressant dans le cas de Trump, c'est que on a là la traduction presque institutionnelle d'un ras-le-bol dans la société américaine. Donc Trump est venu presque sanctionner le fait que le wokisme était allé trop loin, qu'il commençait à devenir tout à fait autoritaire, voire dictatorial, et qu'il fallait à l'inverse réagir avec un contre-wokisme extrêmement puissant, d'où la fin des crédits, d'où des politiques d'interdiction, dont on peut d'ailleurs estimer qu'elles allaient un peu loin. En tout cas, elles ont eu le grand mérite de rééquilibrer le tableau. Je crois que fondamentalement, dans la riposte au wokisme, il y a le fait que le wokisme aux États-Unis, dans le monde anglophone, c'était un peu la logique des faibles et des victimes au pays des winners. C'est-à-dire que dans le monde anglophone, il y a un véritable état d'esprit de conquête, de liberté, de réussite. Or, le wokisme, c'est le bréviaire de la victime, de la repentance, de la micro-agression. Donc là, je pense qu'il y avait une contradiction beaucoup trop forte qui a trouvé sa résolution dans la riposte anti-woke menée par les conservateurs, menée par Trump et menée, je dirais, par le petit peuple à bas mot au fur et à mesure que le wokisme a cherché à se déployer dans l'espace public. Dans le livre, je vais un petit peu plus loin et j'explique pourquoi je pense que dans l'ADN anglo-saxon, il y a des choses qui contreviennent fondamentalement au wokisme. Et en particulier, je crois que le wokisme, en tout cas dans sa forme la plus extrême, est trop anti-libéral, anti-démocratique et anti-méritocratique. Je fais notamment écho aux propos de l'ancien candidat aux élections américaines, Vivek Ramaswamy, qui disait que finalement les entreprises woke, parce qu'il y a eu un grand phénomène du capitalisme woke, n'avaient aucun mandat des citoyens finalement pour mener ces politiques sociales. Eh bien, je crois qu'en effet, s'agissant de liberté d'expression, s'agissant de méritocratie, le wokisme est allé beaucoup trop loin. Et puis je terminerai en disant qu'on voit bien que le wokisme a aussi fini par mourir, ou en tout cas s'affaiblir de ses contradictions, voulant lutter contre les discriminations raciales, promouvant des formes de racialisme, luttant contre les discriminations de genre et puis favorisant des comportements parfois absurdes. D'ailleurs, un sondage que je cite dans le livre montre que les Américains s'identifient assez peu à leur couleur de peau quand il s'agit de définir leur identité. Morgan Freeman, l'immense acteur noir américain, disait lui-même... il faut arrêter de parler de couleur. Exactement, et le Black History Month, qui est vachement à la mode dans les pays anglophones depuis une grosse décennie, n'a pas de sens. Les Noirs américains font partie de l'histoire américaine. Je n'ai absolument aucune envie qu'il y ait un mois de l'année dédié à l'histoire des Noirs américains, ça ne veut rien dire. Donc je crois que oui, le wokisme, pour toutes ces raisons, aujourd'hui fait face à une vraie riposte dans le monde anglo-saxon. C'est bien le monde anglo-saxon qui a lancé le mouvement mondialiste d'une manière assez forcenée et on assiste à socialement un retour de balancier avec les logiques nationales. On l'a vu avec le Brexit, avec l'arrivée de Trump, en tout cas la première fois à la Maison-Blanche. Comment vous expliquez justement ce retour de balancier qui vient du monde anglo-saxon ? Alors je crois que
le monde anglo-saxon a fini par comprendre, et à commencer par les populations et les citoyens, que la mondialisation ou l'ultramondialisme avait fini par desservir les peuples et avait de surcroît généré des fractures entre élites et entre peuples, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Tout ça a été extrêmement bien expliqué. Je crois que les gens finissent par se rendre compte que l'échelon national est l'échelon le plus efficace pour mener des politiques publiques. On le voit bien avec les problèmes qu'on a avec l'Union européenne. Donc, le retour du politique s'exprime pleinement aujourd'hui à travers le retour des logiques nationales. Il y a aussi un besoin d'appartenance, un besoin d'enracinement qui s'exprime très fortement. Et je pense que tous ceux qui avaient caressé le rêve d'un monde sans frontières ou d'un monde très largement mondialisé où finalement l'État ne serait qu'un socle juridique, aujourd'hui prennent en boomerang finalement ce besoin fondamental qui est le besoin d'appartenance et le besoin de politique. Donc quand bien même on est dans un monde où de la civilisation marchande, comme je le disais, où l'économie dicte énormément de lois, où finalement il y a une certaine obsession de l'argent dans le monde anglophone, il y a quand même ce retour du politique et du patriotisme. On l'a vu également en Angleterre récemment avec des phénomènes et des rassemblements nationalistes qu'on n'avait pas vus depuis, je dirais, presque un siècle ou plus. Français et anglo-saxons ont toujours eu cette espèce de compétitivité, se sont un peu toujours regardés en chiens de faïence. Est-ce que vous voyez justement des points de convergence entre ces deux civilisations ? Ces deux civilisations passionnantes à bien des égards, qui ont beaucoup de points en commun et puis aussi beaucoup de points qui les différencient. Ce sont deux civilisations qui ont porté l'exceptionnalisme. On parle souvent de l'exceptionnalisme américain et de l'exceptionnalisme français. Je pense que c'est deux civilisations qui ont eu un modèle à proposer au monde. Et on est encore dans cette grille de lecture, malgré le déclin de la France. Je crois également que ce sont deux aires culturelles qui restent fondamentalement libérales en termes politiques et anthropologiques. On le voit bien quand il s'agit de droits de l'homme, d'avancées ou de supposées avancées sociétales, même quand le wokisme fait de la progression aux États-Unis, ça c'est que ça se réexporte bien en France, sachant que c'était parti de la France intellectuellement au départ. Et puis il y a aussi quand même une référence à l'état de droit qui est très fortement installé jusqu'à ce que l'État finalement devienne un État faible. Alors, c'est intéressant, on voit bien qu'aux États-Unis, ça bouge un petit peu de ce côté-là. En revanche, je pense que la France est le pays de l'égalité dans cette sphère occidentale, à savoir que la France est le pays du politique, là où le monde anglo-saxon est la civilisation marchande par excellence. La France a un rapport au marché, à l'enrichissement, à la prospérité qui est plus compliqué. Ça fait aussi écho forcément à ses origines catholiques par rapport au monde anglo-protestant. Je crois aussi qu'il y a en France un rapport à l'autorité, à la verticalité, aux normes qui est un petit peu différent. On le voit à travers la laïcité, on le voit à travers le concept de république, qui sont des concepts très mal compris dans le monde anglo-saxon. On le voit aussi dans l'éducation, d'ailleurs. L'éducation à la française, ce n'est pas l'éducation à l'anglo-saxonne. Et puis pour terminer, je dirais qu'il y a aussi une forme d'esprit. Je m'attache beaucoup à comprendre la pensée anglo-saxonne dans le livre. Il y a une forme d'esprit en France qui est sans doute plus conceptuelle, parfois plus intellectualisante, plus raffinée, plus sophistiquée. Et je comparais à l'état d'esprit américain ou anglais qui est parfois plus pragmatique ou fait d'intérêt. C'est toutes ces choses-là qui font la beauté de la France. On dit souvent en France que le monde anglo-saxon est le laboratoire de notre futur. Justement, comment la France peut se décrocher de cette influence du monde anglo-saxon pour retrouver ses esprits ? Alors, je crois que la France doit tout d'abord se réapproprier son histoire et ses héritages. Ernest Renan, que je cite dans le livre, explique comment une nation, c'est une somme d'héritages partagés qu'on cherche à faire vivre. Donc la France doit être fière de son histoire, continuer à l'apprendre, continuer à la faire vivre ses coutumes. Je pense que la France doit également cultiver son creuset républicain et l'existence d'une culture commune contre le wokisme, contre le multiculturalisme, contre l'atomisation et le communautarisme. Et ça, elle a tous les atouts pour le faire, mais il y a des forces extrêmement fortes, à commencer par l'individualisme consumérisme, l'américanisation de nos sociétés, l'immigration de masse, le multiculturalisme. Tout ce qui vient du monde anglo-saxon, quoi. Oui, ou qui vient également des choix politiques de la France depuis des décennies. Donc c'est pas toujours la faute des Américains. On devrait rompre les amarres avec l'influence du monde anglo-saxon. En tout cas, elle doit cultiver son modèle. Ouais. Tout n'est pas noir ou mauvais dans ce qui vient des États-Unis. La vérité, c'est qu'on ne pourrait pas vivre aujourd'hui sans les services technologiques américains, ni les plateformes technologiques. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui est
sûr, c'est qu'il faut apprendre à cultiver notre modèle et nos héritages, mais également cultiver nos forces. Et puis, je pense enfin que la France a, comme je l'esquissais auparavant, un rapport à l'autorité, à l'excellence qui a fait son succès par le passé et qui devrait continuer de faire son succès à l'avenir. C'est vrai dans le domaine scientifique, éducatif, ingénierial. La France a une grande tradition de grands scientifiques et de grands entrepreneurs. Encore faut-il vivre cette culture de l'excellence qui est aujourd'hui largement mise à mal. C'est ce qui vous empêche de revenir en France d'ailleurs, puisque vous êtes en Angleterre? Alors absolument pas. Je crois que c'est davantage ma vie familiale que j'ai entamée en Angleterre. J'ai toujours eu le goût de l'étranger et de l'aventure. Mais en tout cas, je reste extrêmement proche de la France qui est à l'évidence la patrie de mon cœur. Vous me disiez en tout cas avoir eu le plaisir d'écrire en français pour cet ouvrage. Tout à fait. C'était un plaisir retrouvé. Donc le capitaliste, le woke et le geek, c'est votre essai sur le monde anglo-saxon. Merci à vous, Adrien de Monville. Merci Adrien Pierre. Monville, pardon. Merci Pierre.